Au nord-ouest de la Norvège, dans les flots glacés de l'océan Arctique, les îles Lofoten. Depuis toujours, pour les marins, elles comptent parmi les plus spectaculaires au monde. En juin et juillet, le jour n'en finit pas. Sous le soleil de minuit, les descendants des Vikings font le plein de ces rayons bienfaiteurs avant le long et rude hiver. Se baigner dans l'océan Arctique, ça se mérite. Au nord du cercle polaire, la banquise n'est pas loin. Toll, c'est einfach toll. L'archipel s'étend sur 168 km. Avec à peine 25 000 âmes, soit 20 habitants au kilomètre carré, c'est la densité de population la plus faible d'Europe. Le port de Rennes, départ de toutes les campagnes de pêche. Otard reçoit un groupe de Français. Avec son allure d'échassier, cet historien, ancien directeur du musée local, raconte celle qui a fait la fortune des pêcheurs, la morue. La personne la plus importante ici, ce n'est pas moi, c'est elle. C'est la morue, la grande morue, le vrai cabillaud. Séché ici. Elle possède un gros foie, à partir duquel nous avons toujours produit la huile de foie de morue. C'était pas bon du tout, oui. It's not very good. You know already. Vous devez savoir que c'est efficace contre beaucoup de maladies, comme le cholestérol. Et en Italie, en Norvège, nous l'utilisons pour augmenter le potentiel sexuel et la qualité du sperme sur les porcs. Des porcs. Nous l'exportons vers l'Australie, les États-Unis, parce qu'ils l'utilisent pour le sperme. Les Français n'en sont toujours pas revenus. Sur l'île de Rost, au sud de l'archipel, nous rencontrons Olaf. L'huile de foie de morue y est-elle pour quelque chose? Olaf mesure 1,95 m, une taille moyenne pour un Norvégien. Comme beaucoup d'autres, il a décidé de revenir au pays après avoir pas mal bourlingué. Olaf a repris en main l'entreprise familiale d'exportation de poissons. Il retrouve ses anciens camarades d'école. Qu'est-ce qui a de la valeur dans la vie? Les cinémas, les sorties, les restos? Quand j'étais à Oslo, je sortais souvent. Mais depuis que je suis revenu sur l'île, je vis des expériences plus fortes. Je rencontre davantage de monde, les contacts sont plus profonds. Et en plus, j'ai une vue magnifique depuis mon bureau. Pas un immeuble en face de moi. La seule chose qui pourrait me manquer, c'est l'anonymat. Ici, je ne peux plus m'asseoir à une terrasse, lire un journal sans croiser une connaissance. Ce qui est formidable sur cette île, c'est que du matin au soir, tu ouvres ta fenêtre et tu sens un merveilleux air frais qui te remplit les poumons. Ça, c'est vraiment ce que j'aime ici. L'île de Rust, terre sans relief, sans véritable attrait touristique, est entièrement vouée à la pêche. De mars à juillet, les morues prennent l'air sur des séchoirs en bois, plus agréables à voir qu'à sentir. Mondialisation oblige, les pêcheurs se sont unis pour vendre leurs produits. Dans l'entreprise familiale, Olaf s'occupe des ventes à l'étranger. Mais pour trier les morues, rien ne vaut le nez expert de son oncle. Fantastisk fiske der.
Magnifique spécimen. Lorsque le poisson est frais, on le sent. Si ça sent mauvais, c'est qu'il a été mal vidé et qu'il a pourri. Parfois, je l'ouvre un peu pour voir à l'intérieur. Il est formidable, celui-là. Regardez. On voit que la chair est restée blanche et brillante. Les femmes napolitaines seront ravies de cuisiner ce poisson en le remettant dans l'eau pour que la chair gonfle. Ma femme ne se plaint pas de l'odeur. Je prends une douche en rentrant. Pour elle, l'odeur du poisson, c'est l'odeur de l'argent. Man har på grunn av Lofotfisket, hvor tusener av mennesker kom hver vinter for å drive Pour fiske, pêcher au fra Lofoten, langt i nord og fra langt i sør, og disse des milliers de møttes personnes sont venues du nord et du sud. kulturelle impulser. Og handelen, Elles ont fini par se mélanger. en formidabel handel i hele C'était Europa. le début du commerce de la morue. Tøff natur skapte tøft folk, og en stor Depuis, il s'est grad av développé handel og integrasjon, fiskere som dans kom toute med l'Europe. handelsskip, det skapte et åpent folk og et vennlig folk. Les hommes, robustes, se sont adaptés à cette nature rude. Un commerce prospère et un haut degré d'intégration ont fait des habitants de Lofoten un peuple ouvert et accueillant. La morue se vend très bien jusqu'en Italie. Parti prospecter le marché dans la péninsule, Olaf a ramené dans ses bagages une jolie milanaise. Ma première impression quand j'ai emménagé ici, je trouvais que les Norvégiens étaient plutôt réservés, même un peu froids. Même toi, t'es un peu froid. Si tu compares un Norvégien à un Italien, ils sont très différents. Les Norvégiens sont peut-être un peu plus fidèles. Les Italiens, ils aiment bien sortir en été sans leurs femmes ou leurs copines pour s'amuser un peu. Tu vois ce que je veux dire? Nous, les Norvégiens, on est peut-être plus calmes, mais on est plus fidèles. Tu crois que j'ai pris la bonne décision, Olaf? J'espère. Ouais, je suis sûre de ça, j'ai pris la bonne décision. Un bain chaud avant de se coucher, c'est la Dolce Vita au Lofoten. À 1h du matin, en ce mois de juillet, la température extérieure est douce. Enfin, pas plus de 8 degrés tout de même. C'est vraiment très chaud. Non, c'est pas très chaud. Ce n'est jamais trop. C'est vraiment brûlant. C'est trop chaud? Non, c'est bon. J'ai juste besoin d'un peu de temps. C'est trop chaud. Le plus dur, c'est d'entrer dans le bain. Après, ça devient agréable. En Norvège, il fait froid presque toute l'année, donc on a besoin de se réchauffer avec un bon bain chaud traditionnel. C'est très agréable et ça permet de rencontrer d'autres personnes. C'est convivial. Merci. À ta santé. Il reste à la belle italienne à affronter les rigueurs de l'hiver. Ici, le thermomètre peut descendre jusqu'à 30 degrés en dessous de zéro. La neige recouvre alors le paysage et les nuits durent 24 heures. Inge Eriksen, un peintre célèbre ici, a fait de ces paysages glacés la toile de fond de son œuvre. Lorsque l'hiver arrive et que le paysage se dénude, la neige recouvre tout. Donc on a une vision d'un paysage blanc et pur.
La neige efface les traces de l'homme, les maisons, les enclos. Tout redevient vierge. Ce qui me plaît le plus, c'est de me retrouver dehors, dans la neige, entouré par les étoiles, la lune et le ciel. J'ai l'impression de me trouver dans un décor gigantesque. Le paysage change constamment, presque de seconde en seconde. En juillet, nous avons beaucoup de soleil, mais aussi de grands nuages qui menacent constamment le ciel. Ils forment des ombres sur le flanc des montagnes. C'est une vision éphémère qui me bouleverse. Ce n'est pas figé. J'espère qu'on pourra conserver ces paysages et qu'on ne se retrouvera pas sur cette plage dans 10 ans avec un complexe touristique, un camping ou un restaurant. Pour l'instant, pas de risque. Même la capitale, Svolvær, garde un aspect très intime. Le port, l'église, l'école et un seul magasin d'alimentation qui ouvre sa terrasse en été. Alors pourquoi vivre en ville quand on peut bricoler sa maison ou faire sécher son linge sur un vaste terrain face à la mer? Même l'odeur de la morue qui sèche ne risque pas d'incommoder le voisin. La richesse ici, c'est l'espace. Les terrains ne coûtent pas cher. Avec un petit apport, on peut être gourmand en mètres carrés, quitte à s'exiler tout au bout de l'île. La famille Johansen s'est ainsi offert pour une bouchée de pain un aérodrome désaffecté. Coincé entre la montagne et la mer, des vents violents créaient des turbulences et après 2 crashs d'avion, la piste a été abandonnée. Rémi n'est pas au bout de ses peines pour transformer la tour de contrôle en salon panoramique. Et la chef de chantier, c'est Jeannette. Regarde ici, Jeannette. Une vitre inclinée. C'était indispensable pour une tour de contrôle, mais ça ne l'est pas pour nous. D'accord, mais quand on se trouve ici, il faut qu'on continue à voir partout la mer et le soleil de minuit. Pour l'électricité, il y a des milliers de câbles à cacher. C'est pas moi l'électricien. Rémi a quitté l'île à 18 ans pour vivre sur le continent. Mais la beauté des Lofoten et Jeannette l'ont définitivement aimanté ici. J'ai beaucoup voyagé ici et là. Et je suis rentré pour me poser définitivement. Finalement, c'est mieux ici que partout ailleurs. Mais c'est très important d'avoir tenté sa chance ailleurs. D'avoir connu des endroits plus peuplés, la ville. Car quand on choisit de s'installer sur une île, c'est vraiment en connaissance de cause. Moi, je suis venue ici par amour. Dès que j'ai vu cet endroit, j'en suis tombée amoureuse. C'est un défi psychologique de vivre sur une île. D'avoir le sentiment d'être bloqué quelque part et de ne pas pouvoir partir quand on en a envie. Il ne faut pas avoir la bougeotte, sinon tu es frustré.
Mais on ne peut pas vivre tout le temps d'amour et d'eau fraîche. En attendant que Rémi termine le chantier, Jeannette s'improvise chocolatière. Les chocolats, ça se conserve, et c'est du solide, comme les pierres des Lofoten. La jeune femme s'en inspire pour donner forme et texture à ses chocolats. Et pour se nourrir, il y a toujours le poulailler, mais pas question de toucher au lapin. Je me sens proche de la nature. Sur cette île, je mène une vie qui ressemble à celle d'autrefois, sans stress. De plus, les animaux m'apaisent. Et c'est très important que les enfants puissent grandir parmi eux. Les filles profitent des vacances scolaires. Dès la mi-août, elles rejoindront l'école du village et sa classe unique. Plus tard, pour le lycée, ce sera pensionnat obligatoire sur le continent. En attendant, Jeannette poursuit leur apprentissage de la nature. C'est comme dans ma jeunesse. La nature et les mouettes qui crient sans arrêt. Quand j'étais petite, elles m'effrayaient. Je me promenais toujours avec un bâton que je tenais en l'air. Quand elles plongeaient sur moi, je détestais ça. Ici, c'est mieux qu'une plage tropicale. Évidemment, la mer serait plus chaude. Regardez là-bas, c'est Mosken. Et entre ces deux montagnes passe le Maelstrom, un des courants les plus forts au monde. Le Maelstrom, c'est le mythique courant tourbillonnant. Il est originaire d'ici et il a nourri l'imaginaire des marins. Ottar cherche lui aussi à l'apercevoir les nuits de pleine lune. Tout ce qui fait peur fascine. En exagérant les risques, on évite aux gens de s'aventurer dans ce courant dangereux. À l'époque, les Vikings expliquaient l'existence du Maelstrom en disant qu'il y avait un moulin à sel sur le fond de la mer qui récupérait le sel de la montagne pour saler l'océan. Le moulin tournait dans un sens pendant 6 heures et dans l'autre pendant les 6 heures suivantes. Et c'est ce mouvement contradictoire qui donnait ce courant. Des centaines d'hommes ont disparu en mer à cause du Maelstrom. Aujourd'hui, grâce au système de navigation et aux grands navires à moteur, il n'y a plus de morts. Le Maelstrom fait partie de ces phénomènes de légende que les touristes viennent contempler de loin. Mais vu des côtes, le terrible tourbillon cache bien son jeu. Sur les îles Vierges, au sud de l'archipel, se nichent les macareux. Chaque été, Tycho, un ornithologue réputé, choisit de s'isoler pour mieux les observer. Les macareux ont longtemps servi de nourriture aux habitants des îles, quand la pêche était insuffisante. Les habitants attrapaient des macareux adultes au printemps avec toutes sortes de filets. À l'automne, quand les jeunes tombaient des nids, ils les ramassaient par terre. Ensuite, ils les mettaient en tonneaux pour les conserver dans du sel et les manger en période de disette. Cette année, aucun œuf n'a pu éclore. Tous les nids ont été abandonnés. Il est froid.
Les macareux s'en vont-ils à cause du réchauffement climatique? Le scientifique n'ose pas encore s'avancer. Je me sens très proche du macareux, de la mer, des îles Lofoten et de tout ce qui peut vivre ici. J'ai constaté la diminution du nombre de macareux au cours des années. Ce serait tragique de penser que ce soit le résultat de l'action de l'homme sur la nature. Pour assouvir sa passion des macareux et son goût pour la tranquillité, Tycho a passé au total 2 ans en 2 décennies sur cette île isolée, avec pour seule compagnie son copain assistant. C'est affreux, mais on se supporte et c'est pour ça que ça fait des années qu'on vit ensemble. Si on se supportait pas, on ne serait pas ici aujourd'hui. Il y a peu de femmes ici, mais c'est peut-être un avantage. Comme ça, on peut se concentrer sur notre travail. On dirait le sud, même s'il ne fait que 10 degrés. Når vi en gang kommer neste sommer, skal vi atter være her. Og vi skal sammen snakke om. Les Lofoten sont déconseillés aux frileux. Mais si le réchauffement climatique se confirme, une hausse de température de 4 degrés en 50 ans pourrait se produire. Pas de quoi en faire un nouveau Saint-Tropez. Pourtant, la beauté des Lofoten attire de plus en plus de baroudeurs en camping-car et d'amateurs d'espace et de randonnée. Ce succès des Lofoten s'est développé dans les années 90 grâce aux express côtiers qui relient sans cesse les îles au continent. Depuis, des ponts gigantesques ont été construits, véritables bottes de 7 lieues permettant de passer d'une île à l'autre. Du coup, le sentiment d'insularité diminue. Ce qui augmente, ce sont les prix des hôtels et de l'alimentation. Grâce au pétrole foré au large des côtes depuis les années 70, le PIB par habitant est le double de celui de la France ou de l'Allemagne. Alors, pour beaucoup de touristes, c'est tente et réchaud à gaz. Pour le grand frisson, une seule solution, la virée en mer pour une pêche miraculeuse. Borg accueille un groupe pour une expédition terre lointaine. Ce capitaine ad hoc a déjà vu défiler pas mal de touristes sur son rafio. Bienvenue à bord. Vous êtes prêts pour la pêche? Ça va peut-être secouer un peu, mais on va faire une combinaison de pêche et d'observation aujourd'hui. On pourra amener du saumon. Très bien, super. Il s'est déjà mis aux premières loges. Il y a de plus en plus de touristes au Lofoten. Je ne connais pas le chiffre d'affaires du tourisme, mais bon, en ce qui concerne notre île, l'industrie de la pêche enregistre un chiffre d'affaires qui approche les 500 millions de couronnes. 500 millions de couronnes dans ce pays qui n'a pas souhaité se convertir à la monnaie européenne, ça fait tout de même 57 millions d'euros. La pêche rapporte encore 2 fois plus que le tourisme, mais bientôt, la proportion pourrait s'inverser. Borg, en violon de mer, doit parfois se faire violence pour accueillir sur son bateau ses marins d'eau douce. Au moins, il ne menace pas la pêche.
Il la sauve. Il décroche. Ce que nous craignons le plus pour l'avenir, c'est l'industrie pétrolière. Il commence à être présent ici au Lofoten, et nous y sommes fortement opposés. C'est une zone très sensible car il y a le plus gros banc de cabillaud qui pénètre ici pour se reproduire et pondre les œufs. Et ça, tous les ans. En cas d'accident, une nappe de pétrole par exemple, ça aurait de graves conséquences pour l'avenir de la pêche côtière. Les forages de pétrole se rapprochent des côtes des Lofoten. Grand sujet de discussion chez les anciens pêcheurs. Pour beaucoup, ce n'est pas forcément un mal. L'industrie pétrolière va s'implanter ici tôt ou tard. Mais ce que nous espérons, c'est une retombée positive. De la même façon que sur la côte ouest, sans le pétrole, la situation ne serait pas brillante en Norvège. On serait encore à l'époque des bateaux à rames. T'as bien raison, des bateaux à rames. À près de 80 ans, Peter sait combien les pêcheurs ont ramé autrefois. Il sait aussi ce que le pétrole a apporté comme richesse et protection sociale. Les retraités sont particulièrement favorisés. La moitié de la manne pétrolière sert à financer les retraites. Les seniors, majoritaires dans l'île, ont ainsi la sécurité financière et la santé. Entre vieux copains d'école, les sujets de conversation ne manquent pas. Et tu te souviens, on avait une maîtresse très sévère, Mademoiselle Ostrand. Elle avait l'habitude de nous attraper l'oreille et de la tordre. On la craignait tous. Peter fait également partie d'une chorale masculine. Dans cette église luthérienne dépouillée, rien de vraiment religieux. Les chants exaltent plutôt la pêche et la nostalgie des îles. Comme nous serons en plein air, pour qu'ils nous entendent bien, il faudra donner de la voix, parce qu'il n'y a pas beaucoup de ténors aujourd'hui. Peter veut maintenant nous faire découvrir le village de son enfance, Mostad. Il n'y a plus de maisons habitées ici. Moi, quand j'étais jeune, le village comptait 150 personnes. Jusqu'aux années 50, les villageois vivaient comme leurs ancêtres. Une cabane en bois, une pièce unique, où la famille s'entassait autour du poêle. Ces cabanes, qu'on appelle des rorbourgs, donnaient directement sur les bateaux qui emportaient les hommes pour de longues campagnes en mer. Quand Peter était gamin, la campagne annuelle de pêche à la morue mobilisait jusqu'à 6000 bateaux et 30 000 marins. Quand la pêche s'est concentrée entre les mains de grosses compagnies, le village de Mostad a été abandonné comme beaucoup d'autres. C'était pas comme ça quand j'étais môme ici. C'est un sentiment étrange de revenir maintenant et de voir ce qu'il en reste. Quand j'étais petit, on écoutait les conversations des adultes qui se rassemblaient pour fumer. Ils nous soufflaient la fumée dans les oreilles et nous narguaient en nous demandant si on n'avait pas envie de fumer aussi.
Ce village n'avait pas d'autre accès que la mer. Construire des routes pour relier les fjords aurait nécessité des travaux pharaoniques. L'économie, peu adaptée au monde moderne, s'est ralentie. Il chargeait les poissons sur le quai pour l'emporter à Bergen. Et l'aller-retour leur prenait 2 mois et demi. Que les souvenirs. Il ne reste que les souvenirs. Pour les gens qui habitaient ici, tout était difficile. Le travail était lourd, fatigant. Il y avait de nombreux naufrages. Et la mer engloutissait parfois un père et ses 2 fils. C'est toute une équipe de pêche qui disparaissait. Les femmes se retrouvaient seules avec de jeunes enfants. Les marins, partis pour de longues campagnes ou disparus en mer, ont fait des Lofoten une société de veuves ou de femmes chefs de famille, qui devaient se débrouiller seules pour assurer l'éducation et la vie quotidienne de leurs enfants. Aujourd'hui encore, les femmes jouent un rôle déterminant au Lofoten. À 50 ans, Jorunn s'est établie dans le village de Vinstadt. Elle a cherché de nouvelles solutions pour que les femmes puissent travailler et rester au pays. Lorsque j'ai essayé d'aider les femmes à créer une activité, j'ai découvert qu'elles ne possédaient aucun apport. Elles ont besoin de très peu de moyens pour démarrer, mais elles n'arrivent pas à les obtenir. Les hommes réussissent à obtenir de l'argent. D'où ça vient, je ne sais pas. Une amie a entendu parler de la Banque des femmes au Bangladesh, qui leur permet de subvenir à leurs propres besoins. Cette initiative a permis à un très grand nombre de pauvres de monter leur propre entreprise et de trouver leurs moyens de subsistance. C'est ainsi que nous avons eu l'idée de créer un modèle norvégien ou européen basé sur le même principe de microcrédit. À l'intérieur de la Banque des femmes, nous bénéficions d'un réseau très fort. Si jamais une des femmes est touchée par un accident de la vie, par exemple la perte d'un mari, les autres femmes du réseau sont toutes présentes pour l'aider à s'en sortir, à faire fonctionner sa boutique jusqu'à ce qu'elle puisse reprendre son activité. Tu veux savoir combien tu as économisé ? Aujourd'hui, tu disposes de 13 000 couronnes. C'est une sécurité pour toi. J'ai beaucoup de visiteurs à la boutique. Ça progresse à toute allure. La construction de la chèvrerie avance. Il va peut-être falloir que je refinance mon emprunt à la fin des travaux. Grâce au microcrédit, Tove réussit à maintenir sa ferme, dans une région où, avec 7 mois de neige, l'agriculture n'a jamais été florissante. Le réseau de la Banque des femmes m'a beaucoup apporté, notamment en matière de conseils. Ça m'a donné confiance en moi, j'étais plus sûre de mes choix. Va porter ça là-bas. Tove a pu ouvrir une boutique où elle vend fromage, peau et autres produits de la ferme. Ses 5 enfants viennent souvent lui donner un coup de main. Bonjour. Vous êtes déjà venus ? Nos filles se connaissent. Nous sommes les parents de Turid. C'est le fromage de chèvre marron. Il y a beaucoup de goûts différents. Allez, vous pouvez déguster. Mais la grande fierté de Tove, c'est son jardin d'herbes aromatiques qu'elle a pu cultiver contre vents et moqueries.
Lorsque j'ai commencé à cultiver des herbes aromatiques ici, de nombreuses personnes me regardaient un peu de travers. Ça ne se faisait pas à Lofoten. Mais nous habitons dans une vallée à l'abri du vent du nord, donc ça pousse sans problème. Mon jardin fait à présent 1000 mètres carrés. On se moque sans doute gentiment de moi, mais ça fait partie du jeu. À Winstadt, le temps s'écoule lentement. Trop parfois. Ici, c'est très calme. On se retrouve sur le quai à l'arrivée du bateau à 3h30. On parle de tout et de rien. On se retrouve ensuite autour d'un café pour refaire le monde. Il n'y a aucun stress, aucune contrainte. On se retrouve face à soi-même et on peut passer une journée sans forcément avoir produit ou réalisé quelque chose. Chaque semaine, Jorunn convie les femmes seules de l'île dans son rorbourg. Elle allume les bougies pour l'ambiance, une vieille coutume norvégienne pour accueillir comme un invité l'inconnu qui surgit du froid ou de la nuit. Jorunn a les cartes en main. On va faire le défi du jour ou de la semaine. Il faut tirer avec la main gauche, car le subconscient se trouve du côté gauche. Avec la droite, c'est la pensée logique qui prend le dessus. Tu vas commencer ? C'est à moi de commencer. Alors, le message de Guenièvre, c'est le romantisme. Tu as rencontré l'âme sœur ou tu vas le faire très prochainement. Tu es une personne très romantique. Tes désirs n'ont pas encore trouvé d'écho. Il faut que ça change. Ce chemin a été construit par des femmes missionnaires en 1938 pour que les hommes puissent transporter les bateaux à travers la montagne. Il y a eu beaucoup de fatigue et de travail dans l'histoire de ce pays. On n'est pas impressionné, mais on a quand même une certaine humilité quand on voit la façon dont nos ancêtres vivaient et ce qu'ils ont accompli. Dans cette nature impressionnante, les humains ont appris à être solidaires. Aujourd'hui, Jorunn traverse montagnes et vallées pour porter un sac de victuailles à une vieille amie isolée tout au bout de l'île. Hey. Salut. Ça fait longtemps que tu attends ton sac à dos ? Oui, bien sûr. Il y a peut-être des choses dont tu avais besoin. Pauvre de toi. J'apporte les brioches traditionnelles. Oh, j'ai honte. Merci beaucoup. 3 mois par an, Ingrid quitte Oslo, la capitale, pour retrouver le poil et la chaleur de sa maison natale. Oh, ma chérie, tu t'es donné du mal. Brioche à la crème et à la cannelle. Toi aussi, tu as fait des gâteaux. Tu as vu ? Mais toi qui habites si loin de tout, tu ne te sens pas isolée parfois ? Si, aujourd'hui, je me suis sentie isolée quand Bigda est parti. Ah bon ? Mais tu es presque toujours seule ? Oui, ça fait des années que je suis toute seule, presque tout l'été. Qu'est-ce qui te fait revenir année après année ? Tu as tout de même presque 80 ans. Oui, mais c'est pas un grand âge. Lorsqu'on a la santé, on n'est pas vieille.
Et c'est si beau ici. Au Lofoten, malgré l'espace, la solitude n'existera pas tant que les âmes resteront fortes et les îliens solidaires comme des matelots embarqués sur un navire immobile. C'est la dernière nuit blanche de l'été, un événement. Les habitants accourent de tous les îlots pour assister au festival de rock marin qui se tient sur la piste d'aéroport de Rémi et Jeannette. Jeannette s'est mise au fourneau, avec son père, en guise de cuistot. Tout se passe bien. J'ai une bonne assistante. On va faire monter l'ambiance. Là, il y a de la musique irlandaise et tout le monde aime ça. L'année dernière, tout le monde dansait. C'était une ambiance de folie. Ce soir, les îliens vont boire, rire et danser au son d'une musique irlandaise, écho d'un lointain passé où leurs ancêtres vikings terrorisaient et gouvernaient les côtes celtes. Aujourd'hui, chez ce peuple pacifique, une seule préoccupation, le désir de préserver leur île et sa beauté. Il est 3 heures du matin. Cette nuit, personne ne se couchera, pas même le soleil.